Bonjour à tous. Donc, le Cercle Condorcet de Paris est très heureux de vous accueillir dans ce bel après-midi au Carreau du Temple, puisque vous avez renoncé à quelques flâneries le long de la Seine pour profiter du beau soleil. Et donc, c'est bien que nous soyons tous là. Nous tenons aussi à remercier particulièrement l'équipe du Carreau du Temple qui nous a aidés tout au long de la préparation de cette manifestation, et bien sûr la Ligue de l'enseignement pour leur soutien, sans lequel cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, le Cercle Condorcet a 30 ans, mais nous ne souhaitons pas organiser une simple commémoration où on pourrait se réjouir de nos succès ou avoir une vision lucide de nos faiblesses ou sur le travail qui reste à accomplir. Ce que nous aimerions faire au-delà de la commémoration, c'est nous interroger collectivement sur l'identité et le rôle des cercles Condorcet, des cercles de réflexion en général. Qu'est-ce qu'ils apportent à la société? Qu'est-ce que les citoyens français attendent d'eux? En effet, le Cercle Condorcet est né en 1987 à Paris, mais ce ne fut que le premier d'une longue liste de cercles qui ont été développés en province et qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Et même au début des années 90, il y avait plusieurs cercles qui étaient actifs à l'étranger, et nous en reparlerons un peu plus tard. Dans la seconde partie de notre réunion, nous ferons ce que nous aimons faire, c'est-à-dire avoir un débat, organiser un débat sur un sujet qui a été le fil rouge de nos travaux depuis 30 ans et qui reste fortement d'actualité, et qui est l'Europe. Pour cela, un certain nombre de personnes qui sont actuellement absentes mais viendront nous rejoindre, donc Denis McShane, Jean-Michel Ducomte, Guillaume Duval, et puis j'oublie le quatrième, Jean Quatremer. Et Jean Quatremer, voilà, qui vont nous rejoindre. Avant de démarrer cette première partie, j'aimerais aussi avoir une pensée pour nos grands anciens. Vous aurez dans la brochure que nous avons éditée la liste des membres fondateurs du Cercle, qui était un aréopage d'intellectuels très éminents des années 80, plus quelques-uns qui n'étaient pas dans cette liste, notamment je pense à Jean Offredo, Jean Boussinesque, Jean Deflacieux, Jean Chénaud, Madeleine Réberiou, qui nous ont quittés dans les dernières années. Et surtout, j'aimerais avoir une pensée pour Claire Richet, qui est disparue il y a presque un an maintenant. Claire était une ancienne résistante, elle a été secrétaire générale du Centre de formation professionnelle des journalistes, et elle a accompagné le Cercle pendant quelques dizaines d'années. Elle a été notre trésorière très rigoureuse sur l'emploi des fonds du Cercle, mais aussi un moteur bienveillant dans nos débats, en montrant sa sensibilité aux inégalités et à la justice sociale. Et nous pensons à elle toujours avec beaucoup d'émotion. Je voudrais aussi remercier pour son action une autre personne qui, elle, est bien vivante et toujours active, et sans laquelle le Cercle de Paris ne serait pas ce qu'il est. En effet, Françoise Lebert fut d'abord chargée de mission auprès de la Ligue pour suivre les cercles Condorcet, puis notre secrétaire général, surnommée Shiva, la déesse aux mains multiples, car il a fallu 3 personnes pour la remplacer quand elle a cessé ses fonctions au secrétariat général. Actuellement, elle est vice-présidente du Cercle et continue à animer avec toujours la même énergie nos débats. Pour en revenir à la première partie après ces remerciements, nous aurons Bernard Wolfer, qui est l'actuel président du Cercle de Paris, qui nous retracera les conditions de la naissance du Cercle et son histoire. Dans un deuxième temps, nous savons que l'histoire du Cercle a été marquée par des collaborations avec d'autres cercles de réflexion, notamment Espace Marx, lors de la présidence de Roger Lesgard. Malheureusement, Roger Lesgard comme Guy Raffi ne peuvent pas être parmi nous. C'est pour ça qu'il y a quelques chaises vides à la tribune, parce qu'ils nous ont malheureusement informé depuis quelques jours que leur état de santé ne leur permettait pas de se déplacer et d'être avec nous, ce que nous regrettons fortement. Nous le regrettons parce que leurs présidences ont été des étapes fortes du développement du Cercle. Et donc Jean-Pierre Paget, qui est à ma gauche, a été président du Cercle de 2005 à 2015, nous présentera le travail qui a été fait à l'initiative de Jean Offredo, avec près d'une dizaine de clubs. Après la défaite de Lionel Jospin en 2002, nous avons une interrogation sur la nécessité de repenser
la gauche, de repenser ses fondements et d'essayer de voir qu'est-ce qui avait subitement disjoncté pour que Jean-Marie Le Pen se retrouve au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002. Ensuite, je vous ferai une brève présentation de l'état des lieux actuel de l'ensemble des cercles Condorcet et de leurs actions, comment les cercles de province ont des activités variées et très intéressantes en complément des fédérations départementales de la Ligue. Enfin, nous pourrons avoir un débat tous ensemble sur l'avenir des cercles de réflexion et sur la meilleure façon de préparer l'avenir. En parallèle des travaux actuels de la Ligue, nous pourrions nous interroger sur le rôle que les cercles pourraient tenir pour continuer à éclairer les citoyens en l'an 2040. Je vais donc passer la parole à Bernard Wolfer, sachant qu'entre les différents exposés, nous nous ménagerons des plages de débat où vous pourrez intervenir et poser des questions ou exprimer des opinions, parce que nous voulons que ce soit un après-midi très interactif et non pas une suite de monologues. Bien, donc ça marche. Bonjour à vous tous. Je n'étais pas au tout début du cercle. Il y a ici quelques anciens qui ont été à la fondation du cercle en 86-87. Ils pourront donner leurs mots s'ils le veulent plus tard. Je suis arrivé un tout petit peu après et j'ai quand même bien connu ce qui s'était passé pour que ce cercle Condorcet soit créé, ce qu'il avait comme ambition d'être et les relations qu'il a nouées avec les uns et les autres cercles, autres personnes, dès sa création. Ce cercle Condorcet a été créé, comme l'a dit Michel Cabirol à l'instant, en 1987. C'est sa date de fondation, janvier 87 à la préfecture, comme toute association. Il a commencé réellement à fonctionner dans le milieu et la fin de l'année 87, mais il avait commencé à exister en quelque sorte, à être conçu dès les années 84. C'est au sein de la Ligue de l'enseignement, après l'échec de la loi Savary, que se sont posées un certain nombre de questions sur les raisons pour lesquelles cette loi avait amené donc sur la création d'un grand service public de l'éducation, pourquoi cette loi avait amené 1 million de personnes dans les rues et pourquoi elle avait été subitement annulée par le président François Mitterrand un 14 juillet, ce qui avait amené à la démission de Savary, le ministre, on l'a appelé la loi Savary, et aussi à la démission, je crois le lendemain même, du Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy. Donc c'est quand même un petit cataclysme à l'époque. Et à partir de cet échec, premier échec cinglant, brûlant, du camp laïque, du camp républicain, un certain nombre de gens se sont posé la question de comment doit-on penser la laïcité, l'enseignement, l'éducation, la recherche et plein d'autres choses à partir de maintenant. La Ligue de l'enseignement a proposé qu'un cercle de réflexion soit créé. Il a demandé à Claude Julien, qui était à l'époque directeur du Monde diplomatique, de rédiger un texte fondateur, de réunir un certain nombre de gens autour de lui. Michel Morino, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui était secrétaire national de la Ligue, a joué un rôle important aussi pour la création de ce cercle. Et disons qu'en l'espace d'à peu près 2 ans, les fondations de ce cercle, et comme l'a rappelé Michel, des cercles de province ou même de l'étranger qui ont suivi, ont été fondées, ont été construites. Il faut voir aussi que si c'est cette question de la laïcité et de l'enseignement qui a été à l'origine, on était loin de se poser seulement des questions sur ce terrain, sur ce domaine. C'était l'époque aussi, si vous vous en rappelez bien, où la gauche commençait à se poser des questions. Donc, est-ce que la gauche qui est arrivée au pouvoir en 80 est toujours
avec les mêmes idées, les mêmes idéaux, et est-ce qu'elle ne doit pas en changer? C'était une première chose. C'était aussi une époque où des changements politiques majeurs intervenaient dans le monde, notamment en matière d'économie, ce qu'on a appelé la naissance, ou le développement plutôt du néolibéralisme, les années Thatcher aussi en Angleterre, Reagan avant aux États-Unis. Il y avait manifestement les prémices d'un changement des idéologies en cours et un élargissement à des questions qui n'avaient plus rien à voir avec le social et l'économie tel qu'on le traitait avant, des questions sur l'environnement. L'environnement devenait un thème majeur. Les questions de genre, on en a reparlé encore récemment. Beaucoup d'autres questions étaient en jeu, et questions qui n'étaient pas traitées auparavant. Les questions de laïcité aussi, bien sûr, avec le développement d'un certain nombre de problèmes autour de l'islam ou de problèmes vécus comme tels. Donc, la création de ce cercle Condorcet portait aussi sur toutes ces questions auxquelles ne savaient plus comment répondre un certain nombre de gens, et notamment les gens de la Ligue de l'enseignement. Donc, le secrétaire général était à l'époque M. Rollo. Le cercle Condorcet donc, a été créé en 87, et vous verrez dans le texte que vous avez dans quelles conditions et avec quels membres fondateurs. Vous verrez une liste prestigieuse de gens. C'était ces intellectuels, pour la plupart, se posaient les questions que je viens de vous rappeler et voulaient en poser d'autres. C'est-à-dire que c'était une époque où il y avait des renouveaux d'un certain encyclopédisme. C'était assez curieux. On était, je le rappellerai, pas loin de l'anniversaire, de la 200e anniversaire de la Révolution française. Donc, beaucoup de renouveau encyclopédistes, des encyclopédies qui reparaissaient, des textes, que ce soit dans le domaine de la philosophie, de la pensée politique, de l'économie, des sciences. Et avec cela, une volonté aussi de repenser la façon de transmettre les recherches, les sciences, dans tous les domaines, au plus large public. Donc, toutes ces questions-là se posaient aussi au même instant. Donc, ce cercle a été créé, vous le verrez, donc en 87, a commencé à travailler avec une méthode qui était de faire des travaux de groupe, ce que nous faisons toujours, nous essayons avec difficulté, on en reparlera tout à l'heure, de faire des réunions plénières où étaient invités des personnalités ou des membres du groupe, puisqu'il y avait beaucoup de personnalités dans le cercle Condorcet, et à traiter de questions de manière, si possible, nouvelle, avec des débats ouverts, en pensant que tout pouvait être dit et que dans ce lieu où nous étions, il n'y avait pas d'enjeu de parti, d'enjeu de pouvoir, et que donc on pouvait tout dire, qui était honnête, bien sûr. Le cercle Condorcet a été, comme je vous l'ai dit, suivi de la création à partir des années 89-90 de cercles en province. Il en existait une quarantaine, il en existe toujours 40-50, qui sont souvent liés à des fédérations d'œuvres laïques, mais pas toujours. Donc ils servent aussi dans ces villes ou ces départements à rassembler pas simplement des intellectuels, comme nous étions surtout à Paris, il faut quand même le reconnaître, mais aussi des gens du territoire qui voulaient débattre sur des questions qui les intéressaient localement. Voilà pour la création du cercle. Ce qui a aussi été une question importante dès le début, et donc on en reparlera sans doute après, c'est est-ce que ce cercle doit être un cercle où les gens s'engagent, mènent des actions, ou est-ce que c'est d'abord un cercle de réflexion et de débat? Tout au long de l'existence du cercle, cette question s'est posée, elle se pose encore, et je dois dire qu'on l'a toujours résolu, peut-être à tort, vous nous le direz, mais on l'a toujours résolu jusqu'à présent en disant on est d'abord un cercle de réflexion et de débat, ce qui n'empêche pas qu'on puisse agir à l'occasion,
Et les membres du cercle, s'ils veulent agir, ils ont tout un tas d'autres endroits où ils peuvent agir, et nous pouvons aider tous ceux qui le veulent à agir, mais par nos propres moyens, c'est-à-dire le débat, la réflexion et le débat. La question se pose toujours, mais on a toujours essayé de répondre comme ça, donc voilà, on peut être critiqué sur ce plan. Ce qui a été aussi important dès le départ, c'est qu'on ne voulait pas rester entre nous, ce qui n'a pas toujours été facile, mais on a travaillé avec beaucoup d'autres groupes de réflexion. On le dit dans la brochure, les cercles de réflexion, les think tanks et autres naissent souvent quand il y a des périodes de doute, de rupture, d'interrogation. C'était le cas entre 84 et 86. C'est le moment où la cohabitation est apparue et le cercle est né un an après, alors que beaucoup d'intellectuels ou d'administrateurs qui étaient dans les arcanes du pouvoir en 86 se sont retrouvés un petit peu seuls ou sans travail, enfin en tout cas sans leur pouvoir. Et donc c'est un bon moment aussi pour réfléchir. Et on n'était vraiment pas les seuls, bien évidemment, il y avait beaucoup d'autres groupes. Donc on a cherché dès le départ, et ça a continué, on essaie de continuer aujourd'hui, à travailler avec d'autres groupes tels que les nôtres, des think tanks, des cercles de réflexion, des associations, pour produire des réflexions, des textes. Et donc nous le faisons encore, et Jean-Pierre parlera de cette expérience d'Interclub qui a eu lieu entre 2000 et 2002 et 2005. Soyons loyaux aussi. Ce cercle de pensée ou ces cercles de pensée ne sont pas situés n'importe où. Nous avons parlé de notre lien avec la Ligue de l'enseignement, qui a perduré, même si il n'a pas toujours été de la même nature pendant ces 30 ans. Mais il faut bien reconnaître que le cercle Condorcet, comme beaucoup d'autres cercles qui se sont créés à cette époque-là, se situait plutôt à gauche. Bon, on l'a dit. Mais ça n'empêchait pas des gens qui n'étaient pas de gauche de venir au cercle et de discuter quelquefois férocement avec nous, et c'était toujours productif. Donc plutôt à gauche, plutôt, dirons-nous quand même pas avec ce qu'on appelait la deuxième gauche à l'époque. Donc c'était plutôt à ce qu'on aurait pu appeler la première gauche, disons un peu plus à gauche que les autres, un peu moins rocardienne que les autres pour dire les choses comme elles étaient à l'époque, ce qui ne veut pas dire qu'on se haïssait, mais on n'était pas sur les mêmes longueurs d'onde. C'est d'autant plus intéressant. On a pu travailler aussi avec des groupes qui étaient proches du Parti communiste, de partis plutôt d'extrême gauche. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que, Jean-Pierre le racontera, une partie des travaux que nous avons conduits, on les a fait avec les autres officines, entre guillemets, comme la nôtre, de la gauche, donc avec la deuxième gauche, avec la première, avec l'extrême gauche, enfin bon, voilà. Ce qui était un peu notre souci, notre intérêt et quelquefois notre plaisir d'ailleurs. Je me souviens de travailler avec des gens de conviction qui étaient plutôt un peu catho, un peu rocardien, comme on dirait aujourd'hui. Mais à l'époque, on ne disait pas ça comme ça. Ou de travailler avec Espace Marx, qui était plutôt communiste et marxiste. C'était des grands écarts, mais qui étaient très productifs, très intéressants. Donc le cercle Condorcet, ça a été aussi ça. Et ce qu'on a essayé, c'est de le faire partager à tous ceux avec qui on a travaillé. Je pense qu'il y a eu bien des périodes où on a réussi. Et ce qu'on aimerait sans doute aujourd'hui, c'est pouvoir réussir encore à faire ce genre de choses, sans doute avec d'autres ouvertures, avec d'autres moyens, avec d'autres idées aussi, parce que c'est créer des idées qui est le plus intéressant. Voilà. Ok. Bon, merci Bernard pour cette introduction sur l'historique du cercle. Est-ce que, puisque tu l'as dit, nous avons un ou deux membres fondateurs, plus des membres qui ont rejoint le cercle
très rapidement. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui voudraient intervenir 2-3 minutes et dire un petit mot, comme Philippe ou Pierre Tournemire ou quelqu'un? Est-ce que vous avez envie de... Non? Bon, alors si vous pourrez vous exprimer plus tard. Dans ce cas-là, je vais passer la parole à Jean-Pierre Paget qui va nous relater effectivement un moment important, à mon avis, à la fois dans la réflexion du cercle et puis aussi dans la méthode, puisqu'il s'est agi de l'interclub qui avait été initié par Jean Offredo après le coup de tonnerre du 21 avril 2002. Non, c'est bon, c'est ouvert. D'accord. Merci Michel. D'ailleurs, tu m'as un peu attribué, pas la paternité d'interclub. Oui, pas la paternité de l'interclub. D'ailleurs, c'était Jean Offredo au Cercle Condorcet. Mais enfin, nous avons mené tous les deux le travail d'interclub. Je tiens à le souligner. Alors, effectivement, la création de l'interclub, la vie de l'interclub en 3 ans, c'est-à-dire de 2002 à 2005, ça a été un moment très particulier du Cercle Condorcet. Et ça a été un moment extrêmement vivant, très prenant d'ailleurs, parce qu'on a créé je ne sais combien de groupes de travail. On se réunissait, peut-être pas toutes les semaines, mais enfin presque à ce moment-là. Et la création de ce qu'on a donc appelé l'interclub et les travaux qui s'en sont suivis me paraissent fournir un exemple réussi et à bien des égards unique de ce que peuvent réaliser ensemble des cercles de pensée comme le Cercle Condorcet. Et je vais vous en parler très brièvement. Alors d'abord, l'idée de ce qui est devenu l'interclub, ça a déjà été dit à un instant, a surgi après les déconvenues de la gauche aux élections présidentielles de 2002 et l'élimination ressentie par celle-ci comme injuste de Lionel Jospin. Alors, l'initiative, tout d'abord. L'initiative, en 2002, je le rappelle, en revient à 2 personnes. Jean-Baptiste de Foucauld, alors président du Club Conviction, et que beaucoup doivent connaître, je suppose, de nom, et Jean Offredo, qui était le président du Cercle Condorcet de l'époque, aujourd'hui décédé. Et tous les deux ont approché, pour en tirer les conséquences, plusieurs responsables des cercles de pensée de la gauche. Et d'ailleurs, il convient tout de suite de souligner la grande diversité de ces cercles, puisque l'éventail est allé d'un socialisme assez classique, comme celui de Actes et Paroles de Maurice Benassayag, à réunir de Bernard Kouchner et même la gauche moderne de Jean-Marie Bockel, dont on sait d'ailleurs quelle a été l'évolution ultérieure. Et alors ces différents cercles de pensée, au nombre total de 9, ont travaillé de façon très soudée pendant 3 ans jusqu'en 2005 sur la base de 3 thèmes principaux. Quel projet pour l'Europe déjà? Le devenir du capitalisme? Quelle vision de l'homme pour le socialisme? Et autour de ces 3 thèmes, donc, les travaux ont été structurés et menés dans le cadre de groupes de travail constitués sur la base de membres des cercles de pensée constituant l'interclub. Donc c'est une expérience originale, je n'en connais pas d'autres dans le même genre. C'est aussi une expérience intéressante du fait que des cercles de pensée qui avaient quand même des philosophies et des très diverses. J'ai cité le club de Benassayag et celui de Jean-Marie Bockel, on était vraiment aux 2 extrémités. Et donc, ces groupes de travail ont fonctionné de façon très suivie, très fraternelle, si j'ose dire, avec évidemment des opinions différentes, et ont fourni un travail bénévole considérable. Et ce travail a été présenté ensuite et discuté dans le cadre de 2 colloques, 2 grands colloques, qui se sont tenus en septembre 2004, avec des débats sur l'Europe à la veille du vote sur le projet de traité constitutionnel, et en novembre 2005, les 2 avec la participation de nombreuses personnalités,
personnalités qui étaient, disons, entre guillemets, célèbres à l'époque, on va par le bois maintenant. Je vais simplement en rappeler quelques-unes, je ne peux pas citer tout le monde. Alain Bergogneau, Roger Godinot, Bernard Kouchner, oui, Bettina Laville, Thierry Pêche, qui est maintenant Directeur général. Comment ? Directeur général de Terra Nova. Oui, directeur général de Terra Nova. Stéphane Rosès, que tout le monde connaît, je suppose. Patrick Vivray, que tout le monde connaît aussi. Dominique Voynet, à l'époque, on en parle moins maintenant. Jean-Pierre Worms, l'économiste Michel Aglietta, le sociologue Luc Bodjanski, et aussi, c'est une particularité, les ambassadeurs de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque. Parce que c'était une époque où on s'intéressait à l'arrivée de ces pays d'Europe centrale dans la constellation européenne. Alors ces travaux ont été synthétisés et publiés dans une brochure. Oui, ces travaux ont été synthétisés et publiés dans une brochure intitulée « Renouveler la gauche, repenser ses fondements ». Je crois que le titre était bon et indique bien ce qui a été fait. Alors il s'agit d'un exemple dont je pense qu'il a été probant, de collaboration fructueuse de plusieurs cercles de pensée de gauche, parmi les principaux sur des thèmes d'une actualité brûlante. Donc c'est une expérience, je dis aussi qu'elle a été unique, parce que ma connaissance, il n'y en a pas eu de semblable, et donc je pense pouvoir dire qu'elle a été très fructueuse. Alors peut-être un ou deux mots quand même. Je voudrais dire quelque chose. Cela se présente davantage comme une expérience de laboratoire que comme une action politique au sens propre du terme, même si un certain nombre de ténors de la gauche, comme je l'ai dit, ont participé aux 2 colloques de façon très active. Oui, parce que ces colloques duraient 2-3 jours. Ce travail en commun n'a donc pas eu d'impact spectaculaire du point de vue politique, il ne pouvait pas en avoir, mais il a démontré que des cercles de pensée, aussi éloignés les uns des autres qu'ils l'étaient au départ, pouvaient œuvrer ensemble et de façon très fructueuse. Les colloques ont été caractérisés par leur atmosphère très conviviale. Ensuite, après le référendum de 2005, chacun a repris son chemin propre, mais la mémoire de ce qui s'était passé est restée vive. Bon, j'arrêterai là, mais je peux répondre à des questions que vous aimeriez souhaiter. Je vais juste rajouter un petit témoignage sur l'Interclub. Je crois que ce qui était important, c'est que malgré la divergence d'opinion, et on vous a cité quelques têtes de ces cercles qui ne pensaient pas forcément la même chose, mais nous avons toujours eu une éthique de la discussion, nous avons toujours eu la volonté de construire quelque chose ensemble, et ça nous a permis d'arriver à cette brochure qui, à mon avis, est de très bon niveau et où certains articles de fond sont encore valables. Et cela me fait aussi penser à une autre expérience qui n'a pas été citée, mais qui a eu lieu lors du traité constitutionnel européen. Il y a eu un débat qui a été difficile pour la gauche, qui a été parfois presque féroce. Et au niveau des cercles Condorcet, notre méthode nous a permis, parce que les citoyens avaient envie d'un vrai débat sur le fond, sur les idées, pas d'invective, de faire un certain nombre de débats. Il y en a un qui a eu lieu à Caen, notamment, un autre à l'initiative du Cercle Condorcet d'Auxerre, où Jean-Pierre et moi, nous étions allés, et où une personne ou 2 personnes présentaient le oui de la façon la plus objective possible, une ou 2 autres personnes présentaient le non de la façon la plus objective possible. Tout cela dans le but plutôt d'éclairer les citoyens, de les rendre, entre guillemets, plus intelligents à la sortie du débat qui n'y étaient rentrés. Mais c'était plus pour les éclairer, les informer, que pour chercher à les convaincre et dire il y en avait 50 qui pensaient ça et 100 qui pensaient ça. Eh bien, grâce à mon action, à mon discours, j'ai réussi à en gagner 20 ou 30 ou 50. C'était pas ça le sujet. Et bon nombre de nos débats, de nos plénières avec notamment des économistes, on avait fait ça par exemple avec Michel Aglietta, sont toujours
en suivant cette philosophie d'éclairer les gens, de les informer, pour qu'après ils puissent se faire une opinion, plutôt que de chercher à les convaincre. Et je vais d'ailleurs ajouter une chose par rapport à ce que tu viens de dire. Dans le cadre des plénières du Cercle Condorcet, nous avons eu d'autres débats de ce genre. Il y en a un que je voudrais citer parce que je crois que j'en ai gardé un souvenir vivace. Ce débat, le sujet, c'était doit-on avoir peur de Poutine? Et on avait fait venir le journaliste Bernard Guetta, que vous connaissez, et un journaliste russe qui s'appelle Andrei Gratchev, et qui a beaucoup travaillé, notamment avec Gorbatchev et d'autres personnes. Et ça a été évidemment tout à fait intéressant. Je voulais citer simplement cette anecdote. Fadila. Je voudrais poser 3 questions. C'est assez rapide, rassure-toi. Lors de l'expérience de l'Interclub, moi je me souviens, puisque j'étais au conseil d'administration à l'époque, et je n'ai pas posé la question, maintenant ça me vient, pourquoi n'y a-t-il pas eu un travail en commun avec des cercles de réflexion écologique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, moi, je n'ai pas d'expérience d'avoir vu un travail en commun entre le Cercle de Paris et 2 ou 3 autres cercles de province. Et troisième question, on a parlé des cercles Condorcet à l'étranger. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations sur ces cercles et pourquoi ont-ils disparu? Merci. Oui, je peux peut-être répondre sur les 2 dernières questions, pas sur la première, ce sera à d'autres. Alors, sur les 2 autres questions, on a travaillé avec d'autres cercles de province. Vous verrez dans la brochure, je n'ai pas parlé de tout, mais notamment sur l'Europe, il y a eu plusieurs travaux faits par des cercles Condorcet de Paris et de province. Il y a même eu une convention à Strasbourg, je crois me souvenir, sur la question européenne. Il y a eu plusieurs colloques intercercles sur la question européenne, dont un à Mâcon, je ne me souviens plus de la date, qui a d'ailleurs été finalisé par une brochure publiée par les Idées en Mouvement, le journal de la Ligue, une brochure qui a eu une diffusion assez importante. C'était sur l'Europe, terre des hommes et je crois terre des idées. Donc c'est le type même de travail qui a été fait avec plusieurs cercles. C'est vrai que ça n'a pas été fait systématiquement, régulièrement, mais ça a existé. Avec les cercles de l'étranger, il y a eu des travaux communs, et je me souviens, parce que j'y ai participé personnellement, avec un cercle qui avait été créé à Budapest, et nous avons non seulement publié des choses ensemble, puisque nous avons fait un travail important sur l'intégration des pays de l'Est dans l'Union européenne, dans l'Europe, et avec ce cercle Budapest, ce cercle Condorcet de Budapest, nous avons eu des échanges, nous sommes allés les voir, ils sont venus nous voir, on a fait des journées de travail en commun, et donc ça a existé. Ce que je voudrais... Alors ça c'est pour la réponse aux 2 questions. Je reviendrai peut-être après, si vous le voulez bien, sur quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est pourquoi on s'est appelé Condorcet, parce que c'est pas innocent. Oui, je voudrais aussi, excusez-moi, je m'animale le micro, je n'ai pas tellement l'habitude. Bon. Je voudrais aussi prolonger ce que vient de dire Bernard. Bon. Personnellement, je suis allé parler à des cercles de province ou de provinces très proches d'ailleurs, parce qu'il y a un cercle dans la banlieue de Paris, mais un autre, je crois que c'est à Mâcon d'ailleurs, je ne sais plus, en tout cas un autre, et à Dijon, en tout cas, ça j'en suis sûr. Donc il y a eu tout de même une espèce de fécondation mutuelle entre les cercles de province, insuffisante probablement, mais il y a eu des tentatives de ce genre. Et je voulais quand même répondre aussi, pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis effectivement dans le coup des cercles de province? C'était déjà assez difficile de faire travailler 9 cercles très très différents
à Paris et de réussir à les faire travailler. Si en plus on avait voulu y associer des cercles de province, je crois que la tâche était hors d'atteinte. Voilà. Alors, pour répondre à la première question sur l'écologie, il n'y avait pas d'ostracisme vis-à-vis des écologistes, puisque par exemple Dominique Voynet et je pense une ou deux autres personnes qui étaient des Verts à l'époque ont participé aux universités d'été ou aux colloques que nous avons tenus. Donc il n'y avait pas, c'est que aussi à l'époque, si je me souviens bien, il n'y avait pas vraiment de cercle de pensée qui était estampillé écologiste, sachant que la volonté du cercle Condorcet a toujours été de garder une certaine indépendance et un certain recul par rapport au parti. On n'était pas la courroie de transmission ou la boîte à idées d'un parti donné. J'ai beaucoup de respect, par exemple, pour ce que fait la Fondation Jean Jaurès, mais notre but, c'était pas d'être l'équivalent de la Fondation Jean Jaurès. Et donc, nous cherchions à avoir des clubs qui étaient un peu indépendants des partis, même si certains d'entre eux, bien sûr, lorsqu'il y avait Kouchner ou lorsqu'il y avait Bockel, ils étaient un peu à la solde, je dirais, du président. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi ils ont disparu et pourquoi le cercle Condorcet existe toujours. Mais bon, ça, on en parlera tout à l'heure. La solde du président après. Parce qu'à l'époque, le président, il n'était pas encore président. Oui, juste... donc je crois qu'on a à peu près répondu à tes questions. Juste quand même, c'est quand même un peu grave d'oublier pourquoi Condorcet. Je l'avais prévu, mais pourquoi Condorcet? Bien évidemment, c'est un rapport quand même avec notre filiation plutôt, avec la Ligue de l'enseignement. Condorcet est un homme des Lumières, un homme de la Révolution, mais c'est aussi un des grands précurseurs de ce qu'on appelle l'instruction publique, l'éducation nationale aujourd'hui. Et il allait de soi que, à l'époque, Condorcet était sans doute le personnage de la Révolution qui pouvait le mieux porter l'esprit des Lumières, parce qu'il avait été lui-même un homme des Lumières, parce que sur tout un tas de questions, il avait apporté, non pas des solutions, mais complètes, mais disons des espoirs de solutions, et en particulier sur la laïcité, c'est un des premiers laïcs, sur la question des femmes, c'est l'un des premiers à avoir défendu fermement l'égalité entre les hommes et les femmes, en tant que citoyen et citoyenne. Sur l'esclavage, il était l'un des premiers anti-esclavagistes. Sur tout un tas de thèmes qui étaient encore d'actualité au moment où on a créé le cercle, il avait été un précurseur. Donc c'était une bonne idée d'appeler le cercle Condorcet. Par ailleurs, on était 86-87, comme je vous l'ai dit, pas loin du bicentenaire de la Révolution française, et l'apport de Condorcet, qui avait été un petit peu oublié, pas pendant 2 siècles, mais presque, était réévalué à ce moment-là. C'est le moment où les Badinter ont écrit un ouvrage remarquable sur Condorcet, mais où plein d'autres ouvrages sont parus sur Condorcet, où il y a eu des colloques sur Condorcet, etc. Donc on peut dire que c'était un moment Condorcet, cette époque-là. Et c'est pour toutes ces raisons que le cercle Condorcet, le cercle a été appelé Condorcet. Et vous pourrez voir, nous avons mis quelques extraits de textes de Condorcet dans la brochure, vous pourrez les relire, et je vous incite beaucoup à aller voir le reste du texte ou des textes dans les ouvrages qui sont publiés de Condorcet, parce que c'est très intéressant. Beaucoup de ces analyses n'ont pas vieilli. Enfin, une dernière chose sur Condorcet, nous étions politiques, nous nous intéressions à la question politique, et le fameux paradoxe de Condorcet, ses travaux mathématiques, donc, était aussi une dernière raison pour s'attacher à Condorcet, parce que c'était sans doute l'un des premiers à avoir traité en mathématicien, en scientifique, mais aussi en homme politique, la question du scrutin démocratique. Et on y était à l'époque, 86-87, avec la première cohabitation. On y est encore sans doute aujourd'hui.
Donc, on ne changera pas de nom pour le moment. D'autres questions, d'autres interventions? Oui. Merci. Je découvre le Cercle Condorcet grâce à une invitation qui m'a été donnée. Je vous remercie de cette invitation. Ma question est plutôt, compte tenu des fondements que vous avez évoqués, comment voyez-vous aujourd'hui ce qui peut apparaître, on n'en sait rien, c'est l'avenir qui le dira, mais qui pourrait être une recomposition politique suite, on va dire, aux dernières élections présidentielles et législatives. Comment vous appréhendez cette... Ou non, peut-être pas d'ailleurs, hein, puisque c'est un processus qui... On ne sait pas s'il aura beaucoup d'avenir. Voilà. Écoutez, votre question est intéressante parce qu'on se la pose nous-mêmes. Et c'est sans doute l'objet du Cercle Condorcet, des travaux qu'on essaye de conduire en commun, de travailler cette question et d'essayer d'y répondre. On ne sera pas les seuls à pouvoir le faire. Nous avons, au moment un peu avant l'élection et au moment de l'élection, traité d'un certain nombre de questions sur l'immigration, les réfugiés, sur les questions de sécurité à propos du terrorisme, bien sûr sur les questions économiques aussi, sur le Front National. Faut-il avoir peur du Front National? On a eu une très bonne séance sur cette question. Donc on a abordé la question que vous posez. La question de la perte d'influence des partis traditionnels ou des idéologies traditionnelles, on l'a abordé aussi. Toutes questions qu'on a abordées, pour lesquelles on n'a pas trouvé encore sans doute de solution, mais on essaie c'est justement ce qu'on essaye de faire, de travailler ces questions-là pour voir, découvrir peut-être des pistes pour les années à venir en termes politiques, que ce soit en termes économiques, sociaux, culturels ou d'organisation politique. Donc c'est l'objet même de notre travail et de notre existence. Je ne sais pas si j'ai répondu en partie à votre question, mais si vous voulez répondre à cette question, vous pouvez aussi nous rejoindre. Je vais dire un mot aussi pour répondre à la question, parce que je voulais, en tant que responsable actuellement au Cercle Condorcet d'un groupe Europe, donc on a commencé à travailler avec le groupe Europe bien avant que Emmanuel Macron soit élu, et je dois dire que nous avions exploré certaines pistes, et nous avons été surpris heureusement quand nous avons retrouvé une bonne partie de ces pistes dans les propositions d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Je ne parle pas du reste, hein, mais uniquement sur l'Europe. Et alors, parce que notre travail avait été interrompu d'abord et très secoué par le Brexit. Bon, après le Brexit, nous sommes restés un peu silencieux pendant quelque temps. Et puis quand Emmanuel Macron a publié son opuscule La Révolution, nous avons eu la surprise de trouver quand même que les pistes qui étaient évoquées, c'était celles que nous avions évoquées aussi avant. Voilà, c'est pour répondre à votre question et vous dire comment il y a une espèce de coïncidence un peu dans les événements. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir ou poser une question? Ah, Françoise. Oui, moi je voudrais dire que toute cette mémoire du cercle, elle est capitalisée, elle existe et elle est déposée aux archives nationales de Pierrefitte, et que toutes les publications, dont la liste est dans la petite brochure, les publications justement auxquelles Jean-Pierre a fait référence sur les travaux communs de l'Interclub, tout ça est consultable à Pierrefitte, hein, au fond de Bibliothèque nationale. Et j'en profite pour
réévoquer la mémoire de Claire Richet, qui a fait un gros travail pendant de longs moments. On l'a fait ensemble et ça a été un moment très fort entre Claire et moi. Voilà. Notamment pour la mise en archive. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on a rassemblé tous les textes qui avaient été publiés et Claire Richet nous a beaucoup aidé à ce moment-là avec beaucoup de bonne humeur parce que c'était pas toujours très drôle et elle y mettait beaucoup de bonne humeur. Oui, on peut applaudir. Alors, justement, je voudrais rebondir dessus, sur cette intervention pour vous présenter Flora, qui est au premier rang, qui est donc à la Ligue de l'enseignement et qui travaille au laboratoire des idées avec Charles Comte, et qui est en charge de la collecte de tous les documents, les archives, de tout ce qui reste, pour aussi bien les cercles Condorcet que pour la Ligue de l'enseignement. Donc, je fais appel à tous ceux qui ont un passé avec la Ligue ou les cercles Condorcet. On a un certain nombre d'amis qui sont présidents de cercles de province, etc. Si vous avez des archives, si vous avez des documents intéressants, n'hésitez pas à contacter Flora, qui sera très heureuse de les recenser et de les répertorier. Merci. Ok, bon, dans ce cas-là, puisqu'il n'y a plus d'autres questions, je vais passer à la troisième partie de cette première partie, qui concerne effectivement le développement des cercles Condorcet, notamment en province. Alors, il faut aussi rendre justice à d'autres cercles qui se sont fondés un peu sur les mêmes fondements, mais un peu aussi avant nous, puisque dès 1979, un cercle Jean Massé, du nom du fondateur de la Ligue, était créé à Metz. En 1984, un autre à La Rochelle. Et je tiens à les saluer et à ne pas les oublier, puisque de toute façon, maintenant, nous travaillons ensemble et le comité de liaison des cercles Condorcet comprend aussi les membres qui sont des cercles Jean Massé. Donc, comme l'a dit Bernard, en province, de nombreux cercles ont été créés rapidement, puisque en 1993, on en comptait une cinquantaine. Et ce qui est intéressant, c'est que ces cercles étaient souvent implantés dans des villes moyennes, où peut-être les occasions de débat, les occasions de rencontres étaient moins importantes que dans des grandes métropoles. Puisqu'à l'époque, la Ligue aussi était surtout implantée dans ces zones-là, peut-être plus aussi que dans certaines métropoles. Et donc, il y a ici l'Ariège, dont la présidente actuelle est parmi nous. Il y avait Angoulême, Lons-le-Saunier, Valence, Saint-Lô, Guéret, Lens, Cherbourg, Épinal. Donc, vous voyez, un certain nombre de villes de province et qui prouvaient aussi l'ancrage de la Ligue dans les territoires. Alors, bien sûr, il y avait des métropoles, puisqu'il y avait Paris, mais il y avait Bordeaux, Clermont-Ferrand, Toulouse, Toulon, Grenoble, donc aussi dans des grandes villes. Mais cette particularité en termes de cercles de réflexion, puisqu'on a parlé d'autres cercles tout à l'heure par l'Interclub, ou même quand on voit le fonctionnement de grands think tanks actuels qui ont pignon sur rue, c'est sans doute une des spécificités des cercles Condorcet. Et en parallèle, pour répondre un peu à la question aussi de Fadila, certains cercles ont été créés à l'étranger, notamment en Belgique, à Liège et dans le Brabant wallon. Et d'ailleurs, j'aurai le plaisir dans 8 jours d'aller à Louvain-la-Neuve pour commémorer le 20e anniversaire du cercle de Brabant wallon avec notre ami Valmy Féot. Et nous aurons avant une discussion avec un philosophe qui est spécialiste du populisme, donc qui est une question importante qui fait partie, comme on l'a dit tout à l'heure, des questions importantes à se poser, puisque pour répondre en partie à la volée à votre question sur la recomposition politique, au cercle Condorcet, bien sûr, on s'intéresse à l'évolution des états-majors politiques, des structures politiques, mais on essaie surtout de faire un travail plus de fond et en amont sur les grandes tendances anthropologique ou sociologique en France ou sur l'évolution des besoins ou des desiderata des Français, plus que sur de la petite politique politicienne ou sur les appareils des partis. Donc, il y a ces cercles en Belgique. Il y en a un très actif encore à Genève,
qui avait été créé par notre ami Claude-Jean Lenoir. Il y en a eu à Budapest dont Bernard a parlé et qui a beaucoup contribué dans les travaux sur l'Europe. Et même dans certaines archives, j'ai trouvé qu'il y a eu des cercles à Dakar et à Montréal. Donc dans la francophonie, on essayait de s'implanter. Bon, bien sûr, certains de ces cercles ont disparu. La plupart des cercles étrangers, notamment en dehors de Genève et de la Belgique, ont disparu. Mais aussi d'autres sont nés. Et ces disparitions font que, malgré l'appui des fédérations de la Ligue, qu'il faut remercier de leurs efforts, les cercles Condorcet sont des organisations de réflexion, certes gratifiantes intellectuellement, mais qui demandent beaucoup d'efforts bénévoles, et beaucoup de cercles reposent sur des équipes réduites, parfois un peu moins jeunes. À titre personnel, je dois dire, quand je suis arrivé au Cercle de Paris il y a 25 ans, je faisais partie des plus jeunes. Bon, il y a quelques personnes qui sont plus jeunes que nous. Nous avons des petits jeunes qui sont dans la salle, qui sont des cadras. Mais enfin, voilà, ça fait partie de nos enjeux et de nos défis, à Paris comme en province d'ailleurs. Je ne parle pas de la féminisation aussi des cercles, parce que là aussi, nous aurions besoin d'avoir du recrutement à ce niveau-là, puisqu'il n'y a que 2 ou 3 présidentes de cercles et pas assez, bien sûr. Bon, actuellement, une quarantaine de cercles sont vraiment actifs. Leur fonctionnement et leurs engagements sont très différents de l'un à l'autre, hein, car ils agissent toujours en complément avec les activités départementales de la Ligue. Alors certains cercles, comme on l'a dit, à Paris ou à Clermont-Ferrand, sont plus portés sur la réflexion, avec l'organisation de conférences avec des intellectuels de haut niveau et la publication de brochures. Bon, le cercle Jean Massé de Metz, lui, est axé surtout sur la laïcité et l'analyse du concordat Alsace-Moselle. Celui de Toulouse ou celui de l'Ariège sont pleinement dans l'éducation populaire, puisqu'ils organisent des actions de terrain avec des cafés philo ou des commémorations plus historiques sur la guerre d'Espagne, sur la Seconde Guerre mondiale. Et il faut noter que grâce à l'action de Claude Dejean, le Cercle de l'Ariège a récemment été labellisé Cercle français de l'UNESCO et qui organise aussi des échanges avec les jeunes en Algérie et en Tunisie. Donc c'est aussi un point important dans notre communication, c'est d'arriver à être reconnu par la presse locale, d'être reconnu par des instances aussi prestigieuses que l'UNESCO. Bon, le Cercle d'Auxerre, bien sûr, avec ses entretiens que tout le monde connaît, mais aussi celui de Bourg-en-Bresse organise des réunions et des colloques qui attirent chaque année plusieurs centaines de personnes. Enfin, nous avons certains cercles récents, comme celui de Seine-et-Marne avec Yannick Baudin, ou celui de l'Aveyron, qui connaissent une belle croissance, et je pense que nos amis Pierre Tournemire et puis André Saint-Hilaire ne sont pas étrangers au développement du cercle de l'Aveyron. Alors toute cette activité qui est foisonnante, qui fait en sorte qu'aucun cercle ne ressemble vraiment à son voisin, mais c'est ce qui fait notre richesse et notre force, parce qu'on cherche à être ancré dans les territoires. Toute cette activité se traduit aussi par des lettres, des tribunes libres, des comptes rendus de conférences, par la tenue de sites web, de blogs, et avec des initiatives qui sont régulièrement reprises dans la presse locale. C'est plus vrai en province qu'à Paris, mais c'est important de pouvoir communiquer. Je crois que c'est un des défis pour le futur, c'est que les cercles Condorcet puissent faire passer aussi bien leurs idées que leurs méthodes de débat dans la société française. Bon. Malgré les difficultés actuelles, nous recevons de nombreuses demandes, ou peut-être d'ailleurs à cause des difficultés actuelles, nous recevons de nombreuses demandes de personnes désirant créer des cercles Condorcet ou redynamiser des cercles en sommeil. Et l'activité récente du comité de liaison a été effectivement de travailler avec ceux qui voudraient créer des cercles Condorcet. Et donc, nous allons créer des cercles dans le Pas-de-Calais, dans la Somme. Nous avons un cercle qui est né dans la région d'Apt, dans les Pyrénées-Orientales, sur le territoire de Belfort et la Haute-Saône, peut-être en Haute-Marne. Comme par hasard, ce sont des zones qui sont à la fois en difficulté et où le Front National a fait de très gros scores aux dernières élections présidentielles. Il est donc important que nous aidions tous nos amis qui veulent développer des cercles dans ces territoires pour que nos idées, pour que nos méthodes de débat
passe et soit propagé. En effet, je pense qu'on en redébattra peut-être à d'autres moments. Dans la période obscure que nous vivons, nous ne pouvons pas faire preuve d'un lâche soulagement après les déboires électoraux du Front National au second tour de la présidentielle et lors des législatives. Il est crucial de défendre partout nos valeurs et surtout dans les territoires les plus en difficulté. Et pour cela, nous mettons en place une coopération régionale pour permettre au cercle de se soutenir mutuellement et de collaborer sur des sujets importants. Et en outre, grâce à Pierre Miel, le président du cercle de Clermont-Ferrand, nous avons maintenant une plateforme électronique des cercles qui vient d'être lancée pour mieux communiquer entre nous, mais aussi on pourra en parler en termes d'avenir et de communication, pour peut-être créer des cercles Condorcet 2.0 capables d'attirer une population plus jeune qu'actuellement. On vous en dira quelques mots. Dernier point, la Ligue de l'enseignement préside cette année le CNAL, donc le Comité national d'action laïque, en la personne de Jean-Paul Delahaye, et selon les besoins et les desiderata des fédérations, tiens, puisqu'on parle de la Ligue, je salue l'arrivée de Jean-Michel Ducomte, donc, qui était président de la Ligue jusqu'à il y a quelques semaines. Mais vous inquiétez pas, Éric Favé nous rejoindra tout à l'heure, qui est l'actuel président, va nous rejoindre aussi. Donc, suite au fait que la Ligue soit présidente du CNAL cette année, selon les besoins et les desiderata des fédérations départementales, certains cercles Condorcet, et c'est déjà commencé par exemple avec Charles Comte en Eure-et-Loire, sont prêts à prendre toute leur part dans l'animation des comités départementaux d'action laïque. Les cercles Condorcet continuent donc d'essayer d'éclairer les citoyens grâce au dévouement de leurs responsables et à l'appui de la Ligue. Ils connaissent actuellement un fort développement qui ne peut que nous rendre plus optimistes quant à l'issue de nos combats en faveur de la laïcité, de l'éducation et de la démocratie. Alors, bonsoir. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une information. Charles Comte, donc j'ai eu le plaisir d'être cité par Michel Cabirol ainsi que ma collègue Flora tout à l'heure. Nous faisons partie tous les deux du laboratoire, qui est un terme un petit peu pompeux, nous l'espérons justifier à l'avenir, qui au sein du Centre confédéral s'occupe des questions de démocratie, d'éducation, de laïcité, et pourrait-on ajouter, de culture. Donc le suivi des cercles Condorcet, qui était assuré jusqu'à présent sous sa forme logistique par Christine Manzaghi, vous allez la regretter, le suivi donc sera assuré maintenant par le laboratoire et notamment mon immodeste personne. Voilà, donc sur tous les sujets sur lesquels nous avons travaillé, notamment sur la laïcité, puisqu'il y a un document qui est sorti tout récemment avant l'été, qui est dans toutes les mémoires, mais que vous recevrez à nouveau pour qu'il soit bien sûr et débattu au sein de tous les cercles. Tous ces documents, toutes les fiches argumentaires que nous avons déjà créées, vous les recevrez à titre d'information et pour que ce soit des sujets, des objets de débat dont vous puissiez vous saisir. Enfin, nous sommes à l'inverse, bien entendu, nous serons très attentifs à tout ce que vous ferez, tous autant que vous êtes, donc les 40 cercles, tous plus actifs les uns que les autres. Merci. Pierre, tu vas intervenir ? Oui, bonjour à tous. Merci Michel de m'avoir cité là aussi, et ça m'oblige du coup à prendre la parole. Peut-être d'abord pour dire deux mots du cercle Condorcet de Clermont-Ferrand que je représente. Je n'étais pas au cercle au moment de sa création, mais il a été, je crois, faut savoir, d'après les anciens, qu'il a été créé effectivement dans la foulée des années 2008, quelque chose comme ça. D'abord comme un groupe de réflexion au sein de la Ligue locale, puisque j'ai dit Clermont, mais c'est le Puy-de-Dôme en fait. Et puis il a pris son autonomie en 90, je crois. Voilà. On a, depuis cette époque-là, je crois, eu un effectif d'une trentaine. Et encore actuellement, on est une trentaine d'adhérents. C'est-à-dire que c'est un petit cercle qui s'est beaucoup renouvelé, bien qu'il y ait encore actuellement, je crois, dans notre groupe, 7, 8
fondateurs. Hein. Certains ne sont plus actifs, mais certains sont encore actifs. Et ils sont adhérents de toute façon, ce qui nous encourage. Vous avez évoqué tout à l'heure la collaboration avec d'autres cercles. Je crois que la question ne s'est pas vraiment posée à Clermont-Ferrand. Nous sommes donc très peu nombreux. Et effectivement, depuis le début, la règle, c'est de fonctionner en groupe de réflexion et de production, et on maintient ça. Et depuis le début, chaque année, ou peut-être pas tout à fait chaque année, le groupe choisit un thème parmi ceux qui nous tracassent dans l'actualité, qui émergent le plus, et essaye d'apporter un éclairage citoyen sur le sujet. Alors ça provoque pas mal de débats, et vous évoquiez tout à l'heure l'éventail d'opinions qui sont représentées. Les gens, disons, dans notre cercle ne viennent pas avec une étiquette, en tout cas, ils ne la montrent pas, mais je pense que ça représente effectivement, on a dans notre petit effectif tout l'éventail de la gauche jusqu'à la gauche de la droite. Enfin, je ne sais pas trop comment dire ça. Il y a des radicaux, par exemple, je crois, y compris dans les fondateurs, il y avait des radicaux, il me semble. Et puis, nous publions chaque année, ou enfin un petit peu, à peu près chaque année. La première publication, je l'ai retrouvée, moi, dans le stock, c'est un compte-rendu d'une conférence qu'était venue faire au Cercle Catherine Kinsler. Ceci pour dire à quel point la référence à Condorcet y est bien à Clermont depuis le début, et qu'on entretient ça. C'est-à-dire que quand des adhérents nouveaux se présentent, on fait un moment de rappel sur les valeurs essentielles et les origines de ces valeurs, et en citant Condorcet. Ce qui fait que l'éventail, sans doute, d'opinion est important, mais ce qui nous réunit, c'est effectivement cette référence-là, quoi. Voilà. Et je pense que dans nos travaux, ça se retrouve. On n'est peut-être pas des grands intellectuels, bien qu'il y ait pu y en avoir des grands intellectuels, et peut-être même encore dans le groupe, mais on se présente plutôt comme des citoyens qui pensent et qui essayent d'être lucides, voilà, et d'apporter un éclairage. Et je pense que si cet effectif se maintient, et j'ai dit qu'on était une trentaine, mais on est une vingtaine assidus. Moi j'y suis depuis 4 ans, je vois les 20 même à chaque réunion participer au travail. Je crois que ce qui mobilise, c'est effectivement cette idée d'apporter un éclairage, mais peut-être avant tout de s'éclairer nous déjà. C'est-à-dire que notre travail quand même vise à ça aussi. Voilà. Alors, tu m'avais donné la parole surtout pour le portail. C'est effectivement une initiative que j'ai prise en parlant avec toi à Strasbourg il y a un petit peu plus d'1 an. Effectivement, à Clermont, on ressent un petit peu l'idée d'avoir des échanges avec les autres cercles, et peut-être même qu'il y ait une parole nationale des cercles. Alors, ça va peut-être venir avec cette mise en commun des travaux. Et c'est sans doute pour ça que je t'ai proposé, Michel, d'essayer avec toi et ton aide et celle d'autres, de se doter d'un outil. Donc j'ai mis un outil en place, il vaut ce qu'il vaut, il est susceptible d'évoluer. L'outil y est, le contenu, il sera ce que nous mettrons. Je ne vais pas, moi, mettre le contenu. Je préfère vous le dire tout de suite. J'ai bien autre chose à faire. Je ne mettrai que le contenu éventuellement issu du cercle Condorcet de Clermont. Voilà. Mais par contre, l'outil permet à chacun de publier les événements qu'il organise, et puis bien sûr de publier des articles, et puis on peut engager un débat par les moyens... on pourrait le faire par un échange de messages, d'ailleurs ça s'est peut-être fait, par des échanges de mails, mais la plateforme permet de faire la même chose, mais avec, selon le principe des blogs, d'avoir l'historique des échanges, puis ça permet de se répondre, voilà, et on garderait la trace. Donc voilà, j'espère que ça marchera, voilà. Pour l'instant, ça ne marche pas tellement, un peu quand même, mais pas assez. D'accord. Merci Pierre pour ta contribution.
Bonjour, Jean-Yves Serfontaine, président du Cercle laïque Jean Massé de La Rochelle et de la Charente-Maritime. Je suis par ailleurs vice-président de la Ligue de l'enseignement et je suis président du GDAL dans mon département. C'est-à-dire que dans notre département, nous avons une intégration très poussée du Cercle et de la Ligue de l'enseignement, tout en jouissant d'une indépendance d'action qui est sans faille. En fait, nous avons essayé de tirer les leçons de notre existence à Eclipse. On a été créé très tôt, mais on s'est éteint et on s'est rallumé plusieurs fois, et après avoir épuisé différents modèles. Alors, le modèle qui nous faisait rêver, celui de Paris, qui nous inspirait, était quand même un peu inaccessible. Nous n'avons pas le personnel scientifique qui permet de faire vivre de façon conséquente un cercle localement. Donc, premier effondrement. Deuxième possibilité, qui a été évoquée tout à l'heure dans les exposés liminaires, faire appel à tous les représentants de la société civile. Mais c'est vrai qu'à force de représenter la société civile partout, ils sont de moins en moins disponibles et les réunions sont de plus en plus squelettiques. Et du coup, pour essayer de repartir dans un fonctionnement plus utile, nous avons essayé de réfléchir en fonction des circonstances qui étaient les nôtres. Nous sommes dans un territoire avec une ville très connue, La Rochelle, qui malgré tout est peut-être une grande parmi les petites villes, avec beaucoup d'infrastructures culturelles. Donc du côté de la politique culturelle, on ne nous attend pas forcément, qui a un passé politique et social très riche, qui sait l'exploiter. Et nous sommes rendus compte que les moyens qui étaient alloués aux associations disparaissent de partout. Les communes, les départements, nous avons vu notre subvention passer de l'équivalent de 90 000 euros à zéro en 5 ans au département. Du côté de la région, division par 2. Les villes, comme disait mon maire dont j'étais l'adjoint, Michel Crépeau, ont toutes souffert d'un rétrécissement fort important du col de l'Escarcelle. Donc de moins en moins de moyens pour faire des actions. Donc du coup, nous nous sommes orientés vers un modèle un petit peu différent qui consiste à réveiller le militantisme bénévole en ne demandant pas trop à chacun, c'est-à-dire en ayant, si possible, plusieurs dizaines de bénévoles qui acceptent non pas forcément de venir à toutes les réunions, de faire partie des instances, mais qui acceptent de donner quelques jours dans l'année sur une thématique. Par exemple, la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, nous avons 4 personnes qui se mobilisent chaque fois qu'on peut projeter La Française doit voter, avec un débat à suivre, qu'il s'agisse de lycéens, de grand public, etc. etc. Nous avons formé, avec un plasticien, des militants à la sculpture de la terre. Donc on fait travailler sur des Mariannes, on fait faire des Mariannes contemporaines, à l'école, dans les centres sociaux et en détention. C'est-à-dire que pour les faire réfléchir de façon non chiante, et j'insiste bien sur le terme, sur les attributs de la République, sur ses valeurs, nous préférons les faire passer par un support, par un détour artistique, plastique. Et donc, en choisissant des ornements de Marianne, eh bien, ils réfléchissent, ils donnent du sens à ce qu'ils font, et nous avons de réels succès, au point qu'il va nous falloir avoir un peu plus de militants dans ce domaine, parce que la demande est forte. Et nous faisons des photos un peu partout de nos Mariannes, Marianne sur le bureau du préfet, Marianne chez le député, Marianne chez le maire, etc. Donc, nous sommes partis sur cette base, et nous avons diversifié nos actions. Donc, écoutez, les supports, les excellents films que naguère la Ligue subventionnait, et nous regrettons qu'elle ne coproduise plus de films, parce que c'était autant de supports très aisés à mettre en œuvre dans différentes circonstances. Nous faisons faire des courts-métrages, des stop-motion, des textes de slam. Nous utilisons même des scénettes de théâtre, c'est-à-dire que nous utilisons des supports que les jeunes et les adultes aiment bien retrouver pour s'exprimer. Et notre objectif est toujours de faire en sorte que ce ne soit pas nous qui parlions aux autres, mais que ce soit des élèves qui parlent à leurs pairs,
ce soit des détenus qui parlent à des détenus, que ce soit des adultes engagés dans d'autres associations que les nôtres, qui fassent la propagande des valeurs républicaines et des idées laïques. Dire que nous travaillons toujours avec les travailleurs sociaux, nous travaillons toujours avec les enseignants, jamais sans eux, parce que nous voulons effectivement leur permettre de refaire leur métier dans de bonnes circonstances. Notre difficulté essentielle, puisque nous avons voulu surmonter la question des moyens, c'est donc d'entretenir un vivier bénévole important avec les degrés de mobilisation d'aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est l'importance stratégique de la presse dans nos territoires de province. C'est-à-dire que quand nous pouvons travailler avec la presse, c'est une salle pleine. Quand nous ne travaillons pas avec la presse, notre ami Paty de Bordeaux sait très bien que quand Sud-Ouest ne veut pas relayer une action, eh bien ce sont des salles vides. Le troisième élément extrêmement important pour nous, et j'en terminerai là, c'est que nous essayons de faire en sorte que nous puissions rassembler ce qui pour le moment est épars, voir qu'il y ait de plus en plus de cercles Condorcet, Massé, les idées en mouvement, on appellera ça comme on voudra, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Pour le moment, il y a 3 ou 4 structures qui sont vivaces. Il y a Poitiers, il y a Bordeaux, il y a La Rochelle et il y a le Pays Basque. Mais par ailleurs, il y a parfois 150 km sans un seul cercle. Et nous voudrions que cela puisse fonctionner. Cela repose sur une conviction profonde, c'est qu'après la disparition des grandes réunions, nous redécouvrons sur les territoires ruraux notamment le besoin de gens, leur volonté, leur besoin, leur désir de se réunir pour parler de quelque chose. Ils ne se satisfont plus de la télévision et de leur solitude organisée chez eux. Donc, bien, nous nous sommes habitués à collaborer avec d'autres associations, avec des universités populaires. Nous faisons des réunions 10, 15, 40 personnes. Nous les multiplions parce que là, il y a une vraie attente. Par exemple, dans les Deux-Sèvres, qui est un territoire éminemment rural en dehors du cœur de Niort, eh bien, nous faisons jusqu'à 60 réunions par an avec une moyenne de 18 à 19 personnes par réunion. Parce que là, il y a une demande. Ils sont prêts à débattre à partir d'un film. Ils sont prêts à débattre à partir d'une conférence. Ils sont prêts à débattre à partir d'un support numérique. Et j'invite tous les excellents praticiens du Cercle Condorcet de Paris à accepter de venir de temps en temps prendre une petite dose de ruralité agréable et profonde. En plus, à titre de récompense, nous les accueillerons principalement à La Rochelle. Ok. Merci. Merci Pierre et Jean-Yves, parce que ce qui est intéressant dans vos deux interventions, c'est que cela montre la diversité des actions entreprises par les cercles Condorcet, et cela montre qu'effectivement, il y a des besoins très différents selon les territoires et qu'il faut que nous nous adaptions aussi à ces besoins. Est-ce qu'il y a d'autres... Bernard, tu... Oui, simplement, vous comprenez bien, vous avez dit vous-même que vous étiez dans des... petites grandes villes ou grandes petites villes, la difficulté pour le Cercle Condorcet de Paris est à l'opposé, c'est-à-dire que notre territoire n'est pas rural, enfin il y a du territoire rural, notre territoire est urbain mais compliqué, et l'offre de manifestations est énorme. Cet après-midi, il y a plusieurs manifestations à peu près sur le même thème que nous connaissons. Je ne pense pas que ce soit la même chose en province. Cette richesse est à la fois un privilège, mais c'est aussi un ennui d'une certaine façon. Bon, c'est comme ça. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que la question de savoir si le cercle Condorcet peut continuer comme il existe, c'est-à-dire travailler en groupe avec difficulté, quand il faudrait le remarquer pour nous aujourd'hui. Organiser des plénières avec des membres du cercle ou avec des personnalités extérieures. Alors nous avons la chance aussi, puisque nous sommes à Paris, de pouvoir inviter beaucoup de gens qui sont à Paris ou qui viennent à Paris, qui peuvent même venir de l'étranger, mais qui passent par Paris. Paris a la chance d'être un lieu
passage pour beaucoup d'étrangers aussi. Donc nous avons cette chance-là de pouvoir organiser beaucoup de choses. Est-ce qu'on doit se limiter à cela? Et c'est vrai que la question se pose. Vous parliez tout à l'heure de notre âge. Bon, c'est une vraie question. Depuis une vingtaine d'années, donc dès les débuts du cercle, nous sommes posés cette question de l'engagement. Est-ce que l'engagement doit être fait à un endroit qui serait le cercle, ou est-ce que le cercle n'est simplement qu'un vecteur de réflexion et de débat pour aider à l'engagement? Il n'empêche que les jeunes générations ne voient peut-être pas les choses comme nous les voyons, et que ça, c'est aussi un problème. Tu parlais de génération 2.0. Je ne sais pas si c'est la solution. Je ne pense pas que la solution soit dans la technique, mais elle est sans doute dans quelque chose entre la technique et l'humain. Nous n'avons pas trouvé jusqu'à présent de solution à ce problème. Donc si vous avez des suggestions, des remarques, des critiques, elles sont bienvenues. Une dernière chose, nous avons commencé nous aussi, puisqu'on parlait de sites, nous avons un site depuis un peu plus d'une quinzaine d'années où sont publiés la plupart des textes que nous écrivons, notamment nos lettres, mais on se rend bien compte que ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'on est dans une période où les gens fonctionnent par réseau. Est-ce que notre cercle Condorcet est un réseau ou peut fonctionner en réseau? Est-ce que ça peut être une manière d'exister? Nous ne le savons pas, nous ne l'avons pas expérimenté. Et ce sont des questions que nous nous posons et auxquelles vous pouvez nous confronter vous-même si vous en avez envie. Oui, Philippe Lazare, un des fondateurs du cercle Condorcet de Paris. Merci. Alors, je ne voudrais pas parler en tant que vieux, mais plutôt un peu d'avenir à l'invitation de Bernard. Bon, moi, il me semble très fondamentalement, au point de vue idéologique, que les cercles, comme en tout cas le cercle de Paris, sont des cercles de réflexion et de libre débat, c'est-à-dire de débat non conclusif. C'est-à-dire fondamentalement, ça a été dit à la tribune, des débats qui permettent à chacun de devenir plus intelligent et puis de répercuter dans les milieux auxquels il a accès l'évolution de sa propre pensée sur des questions essentielles. Et moi, il me semble qu'aujourd'hui, bon, les réseaux sociaux, moi, je sais pas trop, je connais des mots, hein, il paraît qu'il y a des gens qui parlent d'hashtag, de Facebook, moi, je connais pas tous ces mots-là, je m'en sers pas, je suis un vieux de ce point de vue-là, mais je crois encore à la possibilité du débat, et je pense en particulier que c'est particulièrement important au moment où il y a une sorte d'effervescence du soi-disant débat de démocratie participative, avec une sorte de transformation de la démocratie participative, qui en soi est une belle idée, en démocratie partiellement délibérative, c'est-à-dire de substitution à la délégation, qui était le moteur fondamental de la démocratie. Bref, je crois que le débat conclusif, non conclusif, est en soi un élément fondateur de la démocratie. Et je pense qu'il faudrait revenir peut-être à ce que tu as dit, Bernard, dans ta première intervention, c'est-à-dire les raisons qui ont provoqué la création des cercles il y a maintenant 30 ans, c'est-à-dire les grandes questions qui se posaient à l'époque. Donc je transférerai la question en disant quelles sont les grandes questions qui se posent aujourd'hui. Pour moi, j'en cite simplement 4. Simplement pour dire qu'elles existent à mon avis, mais bien entendu, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est une liste personnelle. Je pense que parmi les grandes questions, eh bien, il y a la question de la gauche et de la droite, elle a été évoquée par un intervenant. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Est-ce qu'on peut continuer à parler comme ça, on est de gauche, on est de droite, alors que nous savons très bien qu'il y a une énorme évolution de ce point de vue-là? Je veux dire que ce n'est pas une réponse que j'apporte là, c'est une question. Et je pense que c'est vraiment une question fondamentale aujourd'hui dans notre pays et peut-être dans le monde, que de savoir si ce clivage, cette dichotomie traditionnelle reste valable, en tout cas en l'état. Une deuxième question, mais ça va être traité tout à l'heure, qui est une question évidemment essentielle, c'est
qu'est l'Europe, mais qui renvoie peut-être à une autre question qui n'est pas vraiment traitée habituellement quand on parle d'Europe, qui est la question de la dualité entre les États et les peuples. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui, manifestement, une revendication, un réveil des peuples, alors qu'on en pense ce qu'on veut. Je ne réponds pas là non plus, je ne fais pas un choix dans ma réponse, je dis qu'il y a une question qui se pose, on le voit très bien avec la Catalogne, on le voit très bien avec les répercussions possibles de la Catalogne dans les autres pays, on le voit avec l'Écosse qui a réagi par rapport à l'évolution de la Grande-Bretagne, etc., etc. Donc la question État et peuple, à mon avis, se pose et complète je dirais, l'idéologie du tout personnel qui est héritée heureusement des Lumières, mais qui ne résout peut-être pas la question des collectivités, sauf à ce qu'elle tombe dans l'épouvantable communautarisme qui a été aussi évoqué. Il y a peut-être une autre façon de se poser la question de cette dualité. En tout cas, on ne fera l'Europe, ça sera peut-être dit tout à l'heure, on ne fera l'Europe que si on arrive à dépasser une simple coalition d'États. Il y a un peu plus que cela à créer ou à penser, ou en tout cas à débattre. Et puis enfin, dernier des 4 thèmes, je crois qu'il y a quand même un thème absolument fondateur qui impose une réflexion, et une réflexion des cercles Condorcet, c'est la question des migrations. On ne peut pas rester, le mot n'a pas été prononcé, c'est quand même un problème absolument majeur. Nous savons très très bien que nous sommes dans une situation difficile de ce point de vue. On voit bien comment Mme Merkel a pris une position extrêmement audacieuse et qu'elle en a pris, qu'elle a été obligée de rabattre un peu ses positions par rapport à son opposition dans son propre pays. La France est d'une timidité extravagante de ce point de vue, et c'est quand même le grand problème de l'avenir, avec la montée démographique de tous les grands pays qui sont en explosion démographique, et l'Europe avec ses 300 millions ou 350 millions d'habitants qui est réticente à en admettre 10 000 de plus. Donc il y a un vrai problème là. Donc il y a fait 3 ou 4 grands problèmes, il y en a sûrement d'autres, mais je crois que l'avenir des cercles Condorcet, c'est de se poser ces questions et d'en débattre de façon non conclusive. Merci. Bah écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Oui, peut-être juste une intervention technique sur les moyens de réunir des gens. Il y a à Paris, chaque soir, au moins une dizaine, si ce n'est plusieurs dizaines, de gens qui se réunissent par-ci, par-là. C'est une forme totalement nouvelle, et c'est précisément un type de réunion qui s'organise sur Internet. Il y a une plateforme mondiale qui s'appelle Meetup, et sur Meetup, quand on ouvre un groupe, on peut envoyer un message en nature et on a la surprise de voir arriver 3 soirs après, parce qu'on a fixé cette soirée dans tel ou tel café, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de gens pour parler. Donc ce besoin de parler qui était évoqué sur la province existe à Paris. Et il existe sur le net un moyen technique pour réunir, faire venir les gens. Donc la plateforme Meetup, ça pourrait être une exploration pour lancer précisément des thèmes comme ça et avoir des groupes de discussion autour de thèmes comme ça. Parce que c'est notre principal problème de toutes les organisations qui veulent réunir des gens, c'est comment on fait. Et là, il y a un moteur de recherche de gens qui trouvent le thème, qui s'inscrivent et qui viennent. Meetup. Bon, merci Hans pour cette précision. Oui, m'a dit. Merci. Ce n'est pas tout à fait une question, c'est un petit commentaire à l'après-vert, parce que finalement, je crois que ça peut apporter un peu d'autodérision à nos travaux. Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Parce que, messieurs, alors je suis aidée de la technique, mais je ne maîtrise pas très bien. Parce que, messieurs, quand on le laisse seul, le monde mental, messieurs, n'est pas du tout brillant. Et sitôt qu'il est seul, travaille arbitrairement, s'érigeant pour soi-même et soi-disant généreusement, en l'honneur des travailleurs du bâtiment, un automonument. Répétons-le, messieurs, quand on le laisse seul,
le monde mental ment monumentalement. Merci Madi. Je crois que ça rejoint directement ce que vient de dire Philippe Lazare, c'est-à-dire que seule la pensée n'est pas riche. C'est donc le débat et notamment le débat non conclusif sur lequel tu as insisté, qui est important parce que c'est celui qui permet à beaucoup de personnes d'accéder à la pensée, au savoir, et à chaque personne de pouvoir décider librement sans être obligé par ce que tu appelles un intellectuel qui ment. Je crois que c'était d'ailleurs l'esprit de Condorcet qui, dans ses mémoires sur l'instruction publique, mais aussi dans son tableau sur les progrès humains, de manière différente, disait que l'essence même de l'instruction, c'était d'une part d'apprendre aux enfants, bien sûr, d'apprendre aussi aux citoyens tout au long de leur vie. Donc il avait formulé la formation permanente bien avant d'autres. Et il insistait sur le fait que cette instruction, ce partage du savoir était nécessaire pour que chaque homme puisse décider par lui-même et non pas sous l'influence des autres. Et je trouve que ça, c'est toujours d'actualité. Et en fait, ce n'est jamais un travail fini, c'est toujours un travail à faire. Donc de ce point de vue-là, je trouve que ta citation de Prévert nous sert aussi. Bon, donc en conclusion, deux petits mots pour vous dire quand même mon optimisme malgré les difficultés, puisque lorsqu'on a parlé d'Interclub tout à l'heure, nous étions 9 clubs. Le seul qui reste encore en activité, c'est le Cercle Condorcet, puisque tous les autres ont disparu pour des raisons X, Y ou Z. Et pourquoi les cercles Condorcet ont continué à se développer? Je pense qu'il y a deux choses fondamentales. La première, c'est effectivement la qualité des valeurs que nous défendons, certaines idées, certaines propositions. Vous verrez que dans la brochure que nous avons préparée sur ce qui a été élaboré par le Cercle pendant 30 ans, un certain nombre d'idées novatrices ont été lancées dès les années 90 sur le développement durable. Jean de Flacieux avait proposé le prélèvement à la source, par exemple. Un certain nombre d'autres idées techniques ont été proposées par le Cercle Condorcet, mais aussi parce que, comme cela a été dit, c'est un lieu où la parole est libre, où des citoyens peuvent réfléchir sans a priori, sans chercher ni un consensus mou, ni l'affrontement systématique, comme cela peut se passer dans certains partis, et aussi où les enjeux de pouvoir sont faibles. Donc ce sont surtout des lieux de débat et d'échange où nos membres ont plaisir à se retrouver. Mais il y a un second volet qui me semble être fondamental, c'est qu'en 1981, on avait dit la gauche est arrivée au pouvoir alors que ses idées étaient vaincues. C'est-à-dire on avait gagné politiquement, mais sur le plan des idées, et on l'a vu juste après avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan, c'est le libéralisme le plus total, la dérégulation la plus totale qui ont gagné. Or, au niveau du XXIe siècle, si on regarde les problèmes posés par Philippe, j'en ajouterai un qui a pour conséquence aussi les migrations, mais qui est celui du changement climatique. Nous voyons que les valeurs qui permettront à l'humanité de ne pas aller droit dans le mur, de ne pas aller à la catastrophe, sont des valeurs de régulation. Enfin, la régulation, c'est peut-être pas une valeur, mais enfin, c'est la régulation, c'est la coopération, c'est la solidarité. On ne pourra pas faire en sorte que tous les pays émergents fassent la transition énergétique et écologique sans des investissements massifs de la part des pays dits riches. Donc, s'il n'y a pas ces transferts des pays-là, nous aurons une situation totalement impossible sur les migrations, par exemple. Donc, un monde plus humain ne pourra advenir sans plus d'éducation, sans plus de laïcité, sans plus de démocratie. Et je pense que les cercles Condorcet doivent poursuivre leur œuvre et sont promis à un bel avenir. Et nous avons beaucoup de travail devant nous.